Ce lieu, le Marais Wils, il est assez particulier. Il a une composition spécifique qui a mis à l'ordre du jour dans la région la question de l'écologie et plus particulièrement celle des zones humides. Et par ailleurs, il a une composition qui est tout à fait spontanée, inattendue, qui sans bénéficier de quelconque forme de protection, par exemple juridique, sur le plan environnemental, a pu accueillir toute une série d'espèces à la fois humaines, mais aussi différents types, différents profils, différentes formes d'usage qui vont chercher tant du côté des pratiques artistiques que du côté des pratiques de subsistance et de survie comme fonction de refuge, comme encore des pratiques qui vont plus chercher du côté du jardinage finalement et de la relation avec ces différentes espèces qui ont constitué sur l'espace d'une dizaine d'années une zone humide telle qu'on aurait pu peut-être la voir il y a un peu plus de 100 ans à Bruxelles. On connaît le mot de gouvernance qui est pas mal à l'ordre du jour, à la fois dans le domaine social, dans le domaine économique, mais aussi de plus en plus dans le domaine écologique. Et les trois dimensions sont évidemment liées. Elles le sont très officiellement dans la doctrine du développement durable, qui fait partie des grands champs qui se sont développés dans les 20 dernières années, notamment à travers des organismes internationaux, mais aussi dans le champ académique, et puis qui percolent finalement jusque dans les discours scolaires. Et la gouvernementalité, ce serait quelque chose qui relèverait aussi de l'ordre de la mentalité, une mentalité qui ne se restreint plus uniquement au champ social et économique comme on l'a compris dans la modernité, mais qui s'élargit à la question environnementale. Pourquoi est-ce qu'elle s'élargit à la question environnementale? Pour toute une série de raisons qui tiennent essentiellement à l'évidence d'une série de catastrophes, d'une série de catastrophes qui ne sont pas brusques, qui ne sont pas seulement soudaines, mais qui se déroulent jour après jour dans l'ordinaire de notre manière d'occuper et d'habiter le monde. Cette gouvernementalité, elle se traduit en limites planétaires. Il y en a qui sont assez globales, c'est par exemple le cycle de l'azote et du phosphore, c'est l'usage de l'eau, ce sont les entités chimiques nouvelles qui sont diffusées par l'industrie. Mais il y en a une plus particulièrement qui nous intéresse et qui intéresse la question à la fois du Marais, Wils, de l'ensemble des friches bruxelloises et derrière de ce que ces friches disent de l'occupation des sols en milieu urbain dans la métropole bruxelloise. L'artificialisation des sols, l'usage des sols, c'est bien ce qui nous intéresse ici. C'est la question que nous pose l'ensemble des friches. Parce qu'en fait, au moment où chaque endroit devient important, devient central dans la possibilité d'habiter la ville, une question qui se pose primairement, c'est tiens, à quelle priorité est-ce qu'on va les affecter ces friches? Comment est-ce qu'on va répondre à ces questions qu'elles nous posent? Et une des questions centrales qu'elles nous posent, c'est l'habiter. L'habiter comme accès au logement et l'habiter comme un milieu de vie qui est habité tout en étant composé par des interactions entre des dynamiques sociales et des dynamiques écologiques. Pourquoi? Parce qu'en milieu urbain, il y a évidemment cette tension entre d'une part le logement, l'accès au logement, la possibilité de continuer à habiter en ville pour les classes les plus défavorisées, pour celles et ceux qui ne peuvent pas se permettre de payer les prix du marché. Et simultanément, c'est aussi ce qui provoque localement une série d'extinctions. Une série d'extinctions qui tiennent à des espèces végétales, à des espèces animales, mais aussi au cycle de l'eau envisagé lui-même comme un cycle vivant. Ici, on le voit souvent comme un paysage, mais derrière ce paysage, c'est en fait un milieu de vie qui est partagé. Et pour le coup, il a réussi à attirer les habitants du quartier et les habitantes du quartier.
La mécanique qui permet de faire tenir ensemble les deux impératifs socio-environnementaux, c'est une mécanique dite de compensation. C'est-à-dire que, vu que les friches sont des espaces qui sont artificiels, eh bien, si on les désartificialise, si on reconnaît leur caractère naturel, on va pouvoir construire à un autre endroit. Et inversement, si on construit sur un endroit qui est naturel, on va perdre des crédits de construction. Je vais prendre un des exemples de ces dispositifs de compensation, c'est ce qu'ils ont appelé le CBS, le coefficient de biodiversité par surface. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on continue à construire malgré tout, mais du coup il faut qu'on construise mais en nuisant le moins possible. Il faut qu'on construise mais en intégrant une série de dispositifs qui vont finalement permettre d'améliorer la valeur écologique de ce qui est construit. On va construire sur une prairie mais on va verduriser le toit. On va couper des arbres, mais on va intégrer des nichoirs dans les murs. Je ne dis pas que ces dispositifs sont nocifs en soi. Le problème, c'est qu'ils interviennent finalement dans une espèce de balance où les aspects négatifs de la construction vont être contrebalancés par des aspects positifs. Mais ces aspects positifs, ils coûtent cher. C'est-à-dire que si on veut faire une façade végétalisée, ça va être une survaleur qui doit être injectée à un endroit. Cette survaleur qui va être injectée à un endroit, elle va faire augmenter le prix du mètre carré. Autrement dit, oui, on va peut-être construire une ville plus écologique, mais on va aussi construire une ville plus chère. Et si on construit une ville plus chère, on voit déjà dans le contexte actuel quelles sont les classes et quelles sont les populations qui vont en être exclues. Et de la même manière, quelque part, on pense à certaines espèces quand on met en place ces dispositifs écologiques, mais on ne pense pas à l'ensemble des espèces. D'abord parce qu'elles ne sont pas toutes considérées de la même aune, à la même valeur elles non plus. Il y a des espèces qui vont être considérées comme plus rares, des espèces exotiques ou non autochtones qui vont être moins désirées, qui vont même être considérées comme invasives, pour lesquelles il y a d'ailleurs des financements pour lutter contre. Et donc de la même manière finalement qu'on va construire une ville plus agréable à l'enseigne de l'écologie, mais pour certaines classes sociales, en fait, cette ville écologique, elle va aussi être réservée à certaines espèces. En réalité, on voit bien qu'on est en train de faire un processus de sélection. Et finalement, c'est dans ce processus de sélection qu'il y a des possibilités de résistance. C'est dans ce processus de sélection qu'il y a une opposition qui est en train de se construire. Cette opposition, elle est faite d'attachement, cette opposition, elle est faite de pratique, cette opposition, elle est faite d'usage. Elle n'est pas idéologique, elle n'est pas très militante. C'est qu'il y a aussi une écologie mentale et psychique, une écologie qui est faite de relations. Et c'est celle-là qui, en réalité, motive les mobilisations des personnes. Les mobilisations vraiment au sens strict, pas juste les mobilisations politiques, mais les mobilisations au sens de leur manière de bouger, de s'émouvoir, d'être ému, de se sentir déplacé par une rencontre. Pourquoi cette écologie mentale et psychique elle est tellement importante ? Parce que finalement, si on s'en tient à l'écologie scientifique et environnementale, il n'y a pas grand monde qui se mobilise pour les tritons et les libellules. Oui, il y a des experts, oui, il y a des passionnés qui peuvent être aussi des amateurs, des amatrices, mais ça reste un peu un truc de nerd, ça reste un peu un attachement finalement à une forme qui peut se réduire aussi à la collection. Si on reste sur l'idée de l'écologie sociale et politique, elle est aussi limitée à un groupe de nerds qui seraient les militants, du coup celles pour qui cette question-là, elle les habite quotidiennement. Mais c'est un groupe aussi relativement restreint de personnes. Et finalement, l'écologie mentale et psychique, celle qui parle de poésie, celle qui parle d'expérience, celle qui parle de plaisir, celle qui parle de désir, celle-là, elle est nettement plus partagée. Et elle fait bouger des personnes à partir d'une relation de proximité, d'une relation de voisinage, mais aussi de la perception qu'à cet endroit-là, je peux faire bouger les choses. Et que si j'arrive à bouger avec d'autres personnes, à me relier avec d'autres personnes, et on peut penser que ces personnes ne sont pas seulement humaines, mais je vais peut-être réussir à mettre un grain de sable dans la machine à un certain endroit. C'est ces attachements-là, c'est ces pratiques du quotidien, c'est ces manières finalement de promener le chien, d'aller peindre un mur, d'aller enregistrer du son, de faire une sieste, d'utiliser l'endroit pour accumuler du métal que je vais aller revendre ensuite dans un autre endroit. C'est l'ensemble de ces petits éléments, de ces relations d'usage, de ces relations du quotidien qui vont peut-être amener un certain nombre de personnes, qui amènent déjà en fait un certain nombre de personnes à défendre ces endroits.
Et il y a un adjectif, c'est celui de multispécifique ou d'interspécifique, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte plusieurs espèces, pas juste l'espèce humaine, pas juste les espèces patrimoniales, celles qui sont emblématiques, celles qui sont jolies, celles qui nous rappellent l'histoire de nos régions, mais on va prendre en compte l'ensemble des espèces qui ensemble composent un milieu de vie. Et c'est peut-être ça qu'il y aura à préserver dans ce type d'endroit par exemple. Ce n'est pas ce paysage-là, cette espèce-là, c'est la capacité de l'ensemble de ces espèces ensemble à construire un milieu de vie qui reste viable. Et l'air de rien, c'est quand même pas si inutile dans un monde qui est bouleversé par le réchauffement, qui multiplie l'évaporation. Des espaces comme celui-ci, ils peuvent servir de mitigation pour ces flash floods, pour ces inondations flash. Dans une ville comme Bruxelles où historiquement, traditionnellement, les classes bourgeoises, les classes aisées, elles se sont positionnées en hauteur dans les contreforts de la forêt de Soignes, qui est protégée depuis 1954, tandis que les classes populaires, elles ont été reléguées à côté des zones industrielles. C'est précisément dans le fond de vallée, dans la zone finalement où passait la rivière, dans la zone qu'en hydrologie on appelle l'espace de liberté de la rivière, c'est-à-dire celle où elle peut déborder quand il y a des inondations, celle où elle peut procéder à de l'infiltration d'eau quand il y a des précipitations intenses. C'est précisément là que ces dynamiques sont les plus intenses. Bien sûr, c'est important de préserver la forêt de Soignes telle qu'elle est, tout en comprenant qu'elle est un construit social, mais il est d'autant plus important de préserver et même de laisser plus de place, de laisser plus de liberté à ces forces, à ces puissances élémentaires, à ces puissances terrestres ou naturelles si on veut, dans les quartiers qui ont été ouvriers, qui ont été immigrés et qui aujourd'hui, je n'ai pas vraiment d'autre manière de les nommer que de les nommer populaires finalement. Oui. Et précisément, c'est là que les critiques qui prennent le parti des pauvres, qui prennent le parti populaire, ont vraiment quelque chose à nous apprendre. C'est qu'il s'agit de problématiser la catégorie d'habitants. Et quand on utilise le mot habitant, on va considérer que c'est eux qui ont la légitimité. Ils ont la légitimité parce qu'ils habitent à côté, parce que les habitants, c'est le point de vue d'en bas, c'est pas le point de vue du pouvoir, c'est le point de vue démocratique. Et derrière la catégorie d'habitants, c'est beaucoup plus complexe en réalité, en fonction des quartiers, en fonction de la localisation précise de chaque site, de chaque friche. En réalité, ce que ce mot habitant désigne, ce sont des réalités très différentes. Dans les quartiers dits bourgeois, quand on parle d'habitants, c'est une certaine catégorie d'habitants qui généralement sont propriétaires, qui vont avoir intérêt à défendre la valeur de leur propriété immobilière. Quand on va parler d'habitants dans un quartier populaire, on va parler d'autres catégories sociales. On va parler de jeunes de la classe moyenne qui sont encore précaires mais qui vont monter dans l'échelle sociale au fur et à mesure de leur carrière. On va parler d'habitants et d'habitantes qui sont là depuis longtemps, qui sont arrivés avec une vague d'immigration et qui petit à petit se sont exclus de leur propre quartier. Et finalement, c'est à cet endroit-là que ce que Fatima Wassak a théorisé, a proposé et a mis en œuvre localement, notamment à Paris, sous l'appellation écologie populaire ou écologie pirate, c'est de dire oui, lorsqu'elles doivent choisir dans ce processus de renoncement, de fin de la rareté, début de la sobriété qu'on a déjà énoncé, elles vont peut-être être contraintes de prioriser leurs intérêts socio-économiques par rapport à leurs intérêts socio-écologiques. N'empêche que ça ne veut pas dire que les classes populaires, et notamment leurs fractions les plus racisées, ne sont pas écologistes, n'ont pas de sensibilité aux êtres de la nature, aux éléments terrestres. Ce qu'elle va dire, c'est que finalement, en fait, ils ne vont pas se sentir légitimes à se prononcer, à apparaître, à être présents à cet endroit-là. Elles ne vont pas se sentir légitimes, notamment parce que celles et ceux qui occupent déjà le terrain, les experts, que ce soit des experts académiques ou des experts amateurs, ils le disent déjà, ils le disent mieux, ils arrivent à plus le prouver, ils construisent des dossiers qui vont bien le mettre en évidence. Ce que Fatima Wassak souligne, c'est que, en fait, la catégorie par laquelle il est possible de rendre justice aux classes populaires, c'est la catégorie de la liberté. C'est la question de finalement
dans une ville où chaque espace est affecté à une fonction précise, et ce depuis très longtemps, et qu'il n'est pas possible de dévier de cette fonction, la friche, en tant qu'elle est un endroit suspendu dans le temps, où l'affectation n'est pas actualisée, n'est pas effectuée, elle est riche de virtualité, elle est riche de possibilités, elle est riche de liberté. Et du point de vue de, par exemple, l'écologie de la conservation, du coup, qui va être vraiment strictement sur l'idée de il faut conserver cet endroit tel qu'il est, à la limite le mettre sous cloche, l'écologie pirate, elle dit non, il faut qu'il y ait une possibilité de réappropriation, c'est-à-dire de remettre en question la propriété privée par la possession, par l'usage, par la présence. Et cette présence, en fait, et on le voit dans toute une série de friches, en réalité, elle n'est pas contradictoire. C'est-à-dire il est possible d'avoir une cabane d'un sans-abri, des gens qui viennent peindre, quelqu'un de la maison de jeunes qui vient entretenir les ruches, un potager qui est entretenu et cultivé par des anciens ouvriers en réalité, et pas seulement par des bobos qui aiment avoir un contact avec la nature. C'est tous ces usages-là qui font l'attachement, qui font une écologie de pratique plus diverse, plus ample, qui ne soit pas réservée finalement. Et à cet endroit-là, il commence à y avoir une interaction. Et on se rend compte qu'on va faire une interpellation pour forcer le conseil communal, le collège, à ne pas délivrer un permis d'urbanisme à un promoteur au nom d'intérêts sociaux et d'intérêts écologiques. Mais peut-être qu'on va aussi suspendre l'interpellation, qu'on va changer de sujet et que plutôt que de demander la préservation de la friche, on va demander la réouverture d'un stade, je pense au stade Verdonk à Anderlecht, qui est fermé mais qui en fait est un espace qui pourrait être réapproprié par les habitants et notamment les gamins d'un quartier populaire. Mais peut-être aussi que finalement l'interpellation, on ne va pas la faire porter non plus sur la réouverture d'un stade, mais parce que l'actualité, c'est celle de l'expulsion d'un grand squat, d'un grand bâtiment occupé par des collectifs de sans-papiers, eh bien on va dévier, on va utiliser ce temps de parole qui a été négocié, on va le dérouter et on va dire non, finalement aujourd'hui, plutôt que de parler du stade, on va parler de l'expulsion du collectif zone neutre, d'un espace qu'ils occupent. Mais finalement, on peut tout aussi bien parler du fait qu'il y a un couvre-feu qui est mis en place à l'égard de tous les mineurs sur le territoire d'une commune dans un contexte agité et un couvre-feu qui clairement restreint la liberté de ces classes populaires. Autrement dit, en fait, quelque part, il y a quelque chose comme une dynamique qui se met en place qui va faire qu'un ensemble de personnes vont finir par se rencontrer et vont faire de la politique à un niveau local, vont faire, à partir de raisons différentes, vont construire un commun, vont construire une communauté de pensée, de pratique, qui repose sur des affects en fait finalement, sur la capacité à se laisser affecter par les souffrances qui sont vécues non seulement par des tritons qui vont se faire exterminer, non seulement par des jeunes qui ne peuvent pas sortir de chez eux, non seulement par des sans-papiers qui font d'une propriété privée leur espace de vie. On peut se laisser affecter par les souffrances des autres. Et ces souffrances, finalement, elles peuvent se retraduire en puissance, en accroissement de puissance, en un surcroît de pouvoir, finalement, de pouvoir d'agir sur une situation qui nous est faite, qui est faite de manière différente, mais simultanée à toute une série de classes, toute une série de personnes. Mais ce qu'on voit émerger à cet endroit-là, c'est l'idée et la pratique de penser l'habitat comme un problème commun au vivant et de pratiquer l'habitat comme un problème commun au vivant.
mais ça se réduit finalement beaucoup à des situations qui sont très locales, site par site. Or, le problème, c'est à quel moment est-ce que ces petites expérimentations, ces phénomènes finalement locaux arrivent à passer à une autre échelle. Comment on fait pour passer de situations qui sont très justes et qui nous paraissent tout à fait pertinentes quand on parle d'un endroit déterminé, mais on peut difficilement les généraliser, souvent on les trahit lorsqu'on essaye de les généraliser. Je pense que si on essaye de trouver dans les réformes législatives en cours, dans du coup les préoccupations qui sont plus globales, les conditions de possibilité d'une justice sociale et environnementale, il faut quand même le regarder du côté du plan régional d'affectation du sol, du PRAS. Qu'est-ce que c'est que ce plan régional d'affectation du sol? Le PRAS, c'est en quelque sorte la constitution spatiale de la région, qui va indiquer finalement, qui va orienter chacune des décisions ponctuelles qui sont prises d'aménager ou de ne pas aménager chaque espace singulier. C'est donc bien à cet endroit-là, à l'endroit du PRAS, que se situe un des nœuds possibles, non pas de résolution, mais à tout le moins de confrontation de ces différents intérêts. C'est une occasion d'infléchir l'économie, c'est un point de vue réformiste, mais que de dire, en fait, il y a un certain nombre d'endroits où on pourra construire plus haut. Donc du coup, les terrains où on pourra construire plus haut vont augmenter de valeur. Les propriétaires de ces terrains vont avoir une plus-value. Eh bien, il faut que cette plus-value soit quelque part capturée, prélevée, soit socialisée en fait. Pourquoi est-ce que c'est important et quelle est la justification de la socialisation de cette plus-value? C'est justement parce que si on veut que la ville soit habitable, il y aura aussi des moins-values. Par exemple, et ce serait pas mal qu'il y ait une catégorie qui ne soit pas strictement logement, mais qui soit aussi logement social. Ça veut dire de faire du logement accessible une fonction à préserver dans la ville. Ça veut dire que le propriétaire d'un terrain qui ne pourra plus être affecté qu'en logement social va avoir une moins-value. Et de la même manière, si un espace qui était auparavant constructible sera affecté, sera classé en espace non constructible, en zone humide, en espace vert, eh bien, ce propriétaire-là aussi va avoir une moins-value. Autrement dit, il faudra les dédommager. Et il n'y a pas 1000 solutions pour les dédommager, sinon justement que de construire un mécanisme de compensation. Et on revient à l'idée de la compensation initiale, mais si on le voit du point de vue réformiste, gouvernemental, de la politique politicienne, il n'y a pas tellement d'autres solutions que de dire on va prendre la plus-value qui sera réalisée par celles et ceux dont la propriété aura plus de valeur et on va la donner à celles dont la propriété va avoir moins de valeur. C'est un jeu finalement de compensation qui est important à cet endroit-là pour rendre possible en fait d'un point de vue pragmatique la réforme. Voilà, après si on va chercher plus dans les autres types de solutions, et je sais que vous êtes toujours sensible aussi à ce type de propositions, j'avais essayé de lister toute une série finalement de stocks de logements qu'il était possible de mobiliser. Il y a 40 000 logements sociaux à Bruxelles. Aujourd'hui, il y en a plus de 4 000 qui sont en attente de rénovation, parfois depuis plus de 10 ans. C'est quand même non négligeable comme stock. Il y a bien sûr des raisons très matérielles et organisationnelles pour le fait qu'on n'arrive pas à rénover ces 4 000 logements. N'empêche que c'est assez difficile de dire qu'il faut construire ici derrière moi à 80 logements sur ce plan d'eau, des logements pour la classe moyenne, alors que pendant ce temps il y a 4 000 logements sociaux qui sont en attente de rénovation. Point 1. Point 2, on a beaucoup parlé des logements inoccupés. Ça a été objectivé, on parle de 17 à 26 000 logements vides. Plus que probablement, il ne sera pas possible de remettre dans le stock de logements ces 17 à 26 000 logements vides. N'empêche que là aussi, c'est assez incompréhensible de ne pas mettre tout ce qu'il est possible de mettre en œuvre à cet endroit-là avant de commencer de nouveau à bâtir sur ce type d'espace. C'est aussi un point de vue personnel qui est fait d'attachement et qui est là pas strictement académique, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme ça se passerait dans un procès finalement, hein. C'est-à-dire est-ce que tu as fait tout ce qu'il est possible de faire avant d'en venir là, quoi. En écologie, on appelle ça la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Dire premièrement, fais tout ce que tu peux faire pour éviter de défoncer, on va dire, la nature à cet endroit-là. Deuxièmement, s'il n'y a vraiment pas d'autre
alternative, tu vas essayer de réduire au minimum l'impact, donc du coup de penser la construction de la manière dont elle va le moins impacter. Et puis, in fine, si tu veux quand même construire à cet endroit-là, parce qu'il n'y a pas d'autre option, qu'il est impossible d'éviter et impossible de réduire, alors il faut compenser. Et là, c'est ce qui fait partie des objectifs de la réforme du PRAS, qui est de dire oui, on va désartificialiser le centre, les quartiers populaires, et pour ça, il faut artificialiser en deuxième couronne, là où il y a encore de grandes ressources foncières potentiellement à développer, quoi. Mais du coup, dans une perspective réformiste, certainement qu'il y a plusieurs pistes importantes. Une, ce serait celle d'essayer de trouver une manière de concilier certaines fonctions. Et en réalité, plusieurs retours font observer que les espaces productifs ne sont pas si incompatibles que ça avec des corridors écologiques et des formes d'espaces verts qui ne soient pas sous forme de réserve, mais qui permettent quand même des processus d'appropriation par d'autres espèces. Point 1. Autre élément, la question d'un moratoire sur la construction sur les espaces vivants dans l'attente de l'adoption de ce nouveau PRAS, parce qu'on n'a pas encore adopté ce PRAS. Pour le coup, l'idée du moratoire, c'est de dire il faut qu'on prenne en compte la situation existante. Pour pouvoir prendre la situation existante, il faut que cette situation existante soit quelque part ralentie ou gelée, et donc du coup de ne pas préempter, c'est-à-dire de ne pas régler par avance des questions où on se rendra compte une fois que le PRAS aura été adopté qu'en fait on n'aurait pas dû le faire. Ça, c'est la question du moratoire. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils ont notamment essayé de traduire la question que chaque espace de 0,5 hectares, donc du coup c'est 5 fois moins que l'espace ici, dès qu'elle a 20% d'arbres de plus de 10 mètres, en fait elle est en train de capturer du carbone. Et du coup, vu que la région s'est déjà engagée sur des objectifs carbone, on ne peut pas construire sur des espaces qui capturent du carbone parce qu'en fait on est en train de préempter, de rendre impossible le respect des objectifs climatiques. Et c'est là où je veux en venir, parce que quand même ce qui m'agite, c'est aussi l'idée d'une trajectoire plus radicale, c'est de se poser des questions, là plutôt non pas en termes d'étapes, mais en termes d'horizon. Et plus que probablement, on a fait une erreur pendant longtemps en réduisant la question de la propriété à la propriété privée en fait. N'empêche qu'il y a eu et il y aura des formes de propriété qui ne sont pas réductibles à la propriété privée et qui ne se transforment pas non plus en propriété étatique. C'est l'hypothèse des communs qui ressort souvent dans la conclusion de toute une série d'articles académiques comme quelque part la petite porte de sortie, c'est de dire oui, il y a quelque chose qui n'est ni l'État ni le marché et qui serait quelque chose comme une propriété commune. Mais souvent, on zappe la question de finalement qu'est-ce que c'est la propriété. En fait, c'est un mode de relation entre des personnes et certaines choses. Et ce mode de relation, il doit être concerté, il doit être discuté, toujours non sans friction. C'est des rapports de force, c'est assumer le fait qu'il y a des rapports de force qui s'expriment aux endroits où la propriété se constitue. Mais cette propriété, elle n'est pas nécessairement exclusive. Elle peut être faite de différentes strates d'usage superposées, d'où l'idée d'avoir des fonctions, par exemple, qui ne seraient pas exclusives l'une de l'autre, mais qui pourraient se concilier. En tout cas, c'est l'idée finalement que plutôt que d'avoir une propriété qui serait fixée, absolue, indivisible, il serait possible de faire des propriétés une discussion démocratique. Et là, je retombe sur un autre élément. J'aime beaucoup l'idée d'autonomie, mais en fait, autonomie n'est pas égale à indépendance. L'autonomie, en fait, c'est non pas je ne dépends de rien, mais c'est de faire le choix de ce dont je souhaite dépendre, avec d'autres du coup. Et je dirais qu'en termes d'horizon, ce qui manque à un autre endroit, c'est qu'on parle de commun, mais on ne parle pas peu de communisme. Or, en fait, il n'y a pas de commun sans communisme. Alors peut-être communisme, c'est un peu un trop gros mot au début du XXIe siècle et qu'il faudrait plutôt parler en anglais en termes de commoning, de communisation plus que de communisme. C'est-à-dire finalement, l'important, ce n'est pas l'idéologie, mais l'important,
c'est le processus. L'important, ce n'est pas le point d'arrivée, la propriété commune, mais c'est le processus par lequel, en commun, on définit quelles sont les relations qui nous relient et qui nous divisent entre nous et avec ce qu'il conviendrait de ne plus appeler des choses, parce que les choses, c'est justement ce qui est appropriable, mais des éléments, des entités, des personnes, d'autres êtres en fait, d'autres êtres qui sont pas juste les humains et pas juste les animaux, mais aussi en fait des personnes élémentaires, l'air, l'atmosphère, l'eau, les sols, de prendre en compte en fait l'ensemble de ce qui constitue un monde en fait.